18h40 de retour dans Punchline sur CNews et Europe 1. On a été rejoint par Jérôme Sainte-Marie, responsable de l'école théorique du RN. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. On va reparler évidemment de Marine Le Pen, de son parcours judiciaire. Mais là, on a une information du Figaro, Gauthier Lebret. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé le recours de Nicolas Sarkozy recevable dans l'affaire dite des écoutes Bismuth. L'ancien président de la République contestait l'utilisation de ses conversations téléphoniques avec son avocat, estimant qu'elle violait le secret professionnel. Eh bien, la CEDH donne raison à Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que si la France est condamnée, parce que là c'est désormais la France qui doit être condamnée, eh bien Nicolas Sarkozy pourrait obtenir un nouveau procès. Alors la CEDH n'a pas encore donné raison à Nicolas Sarkozy. La CEDH... c'est ce que je dis, si la France... voilà. Oui, voilà, la Cour européenne des droits de l'homme va étudier donc le dossier de Nicolas Sarkozy. Mais... Oui, elle l'a jugé recevable. Exactement, elle l'a jugé recevable. Donc la procédure va commencer, le contradictoire et le débat va commencer. C'est très intéressant, effectivement. Alors Dieu sait que je ne suis pas un fan de la CEDH, parce que c'est eux qui nous empêchent en permanence d'expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire français, avec des procédures interminables, etc. Et qui met des bâtons dans les roues, par exemple, si vous voulez faire des expulsions vers un pays tiers. Donc bref, vraiment pas fan de la CEDH, et je pense qu'il faudrait quitter la CEDH Manu Militari. Mais bon, là, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé en France qui est vraiment scandaleux. On a écouté un client et son avocat et de là est partie l'affaire dite Bismuth, l'affaire des écoutes. Et évidemment, s'il n'y avait pas eu cette écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat, il n'aurait pas été condamné dans ce dossier pour une intention. Encore une fois, à chaque fois qu'on condamne Nicolas Sarkozy, c'est pour une intention. Donc, c'est vraiment hallucinant d'avoir fait cette écoute et d'avoir permis qu'on puisse violer le secret entre un avocat, jugé et condamné. Exactement, absolument. Violer le secret entre un avocat et son client. Donc effectivement, à partir du moment où la CEDH juge recevable la demande de Nicolas Sarkozy, la plainte de Nicolas Sarkozy, la France peut finir condamnée. Pour une fois, ça serait peut-être pour une bonne raison, parce qu'on passe notre temps à être condamné pour rien. Là, ça serait peut-être pour une fois pour une bonne raison, si ça va au bout et si la CEDH juge qu'on n'a pas écouté un ancien président de la République qui plus est et son avocat. Moi, juste une chose à ajouter, parce que, comment dire, imaginons que la France soit condamnée dans cette affaire. Je serais très heureux pour Nicolas Sarkozy, qui a été condamné, comme l'a dit Gauthier, pour une intention, et à partir d'une écoute qui ne concernait pas du tout cette affaire-là. Cette affaire, en fait, a été créée à partir d'une écoute. Mais il y a une conséquence négative terrible qui va, si la France est condamnée, qui va s'appliquer à tous les gens qui sont sur écoute. C'est qu'aujourd'hui, le système des écoutes permet à des policiers, à des enquêteurs, par exemple, imaginons qu'ils écoutent des narcotrafiquants, de remonter d'autres réseaux, de trouver d'autres affaires et de faire condamner dans d'autres dossiers des gens très dangereux. Donc je pense que ce sera une conséquence immédiate. Si la France est condamnée, ils ne pourront plus tout à coup faire ces écoutes qui pourtant permettent de résoudre beaucoup d'affaires. Raison pour laquelle je pense qu'il faut trouver un système pour séparer ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, qui ne fait de mal à personne, à part financièrement aux caisses de l'État éventuellement, et la délinquance criminelle, parce que c'est pas du tout la même chose et que pour le coup, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes dans les deux cas. Bon. Jérôme Sainte-Marie, là-dessus, sur ce dossier-là? Je ne veux pas tellement intervenir là-dessus. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure Eugénie Bastier, sur votre plateau, qui est toujours là, dire très justement que M. Attal disait qu'il ne faut pas que les affaires ou que les affaires juridiques entravent la vie politique, tout en parlant, justement. Et ne tombons pas dans le même travers. Si vous voulez, je crois que la campagne pour la présidentielle a commencé hier ou avant-hier, et que donc désormais, il faut vraiment parler politique. Ne nous laissons pas, si vous voulez, empêcher de décider, comme nous l'avons été en 2017 d'ailleurs, avec l'affaire Fillon. Ne nous laissons pas empêcher de décider de ce qui est bon pour le salut du pays. Ça sera la stratégie de Marine Le Pen pour les mois à venir. Donc ne plus parler de la justice, de ce pouvoir en cassation qui la ramène évidemment aux affaires. Et vous savez, il y a un grand rendez-vous démocratique, sous la Ve République, c'est l'élection présidentielle. C'est là où on décide de l'avenir du pays. Vu l'état de la France, ça ne me paraît pas un rendez-vous que l'on peut se permettre de rater une nouvelle fois en 2027. Donc il faut s'y mettre tout de suite et parlons des dossiers réels de ce pays. Du pays. Alors, à mon sens, d'ailleurs, je pense que c'est une erreur de la part de Gabriel Attal, dans laquelle n'est pas tombé trop Édouard Philippe, mais d'attaquer Marine Le Pen, d'aller très très fort sur le plan judiciaire depuis hier, en disant Marine Le Pen est une délinquante, tout en disant qu'il ne faut pas parler de la justice, mais en attaquant énormément là-dessus. Je pense que ça peut créer une sorte de lassitude chez les Français. Gabriel Attal, justement, qui s'était distingué en ayant des propositions de fond assez fortes. Je trouve qu'il parasite sa propre campagne en attaquant constamment Marine Le Pen sur ce sujet depuis hier. Et ça brouille un peu son message. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit utile à ça. Alors que vous l'avez dit aussi, les électeurs ne lui en tiennent absolument pas rigueur. On a un sondage IFOP pour le Figaro et LCI. Elle est devant, 35% des intentions de vote. Elle distance largement Édouard Philippe, qui arrive à 19%. Jean-Luc Mélenchon, 15%.
François de Rugy. Visiblement, il n'y a pas d'impact sur l'électorat. Ce qu'on vient d'apprendre sur la Cour européenne des droits de l'homme, que Nicolas Sarkozy a saisi après l'avoir souvent critiqué, il faut bien le dire, y compris quand il était au pouvoir, ou après lorsqu'il cherchait à revenir au pouvoir. Le sujet d'ailleurs de Marine Le Pen relève un peu de la même chose, car on se souvient des propos d'une Marine Le Pen il y a quelques années qui disait qu'il fallait condamner des élus qui auraient commis des infractions financières, et elle disait toutes type d'infraction à des peines d'inéligibilité à vie. Et moi, je peux le dire en tant que député, et j'étais président de l'Assemblée nationale à l'époque en 2017, j'ai combattu cette idée de la peine d'inéligibilité à vie. Pourquoi ? Et nous avons été quelques-uns députés de la majorité à l'époque à dire attention à cet emballement qui consiste sous la pression d'une émotion populaire. À l'époque, c'était l'affaire Fillon, qui n'a pas été empêché d'être candidat. Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Il a d'ailleurs fait 20% des voix à l'élection présidentielle, ce que beaucoup de candidats LR aimeraient bien faire aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on défend un peu des principes, et qu'on dit la justice et donc la législation que l'on fait, qui ensuite peut donner lieu à des décisions de justice, elle doit être équilibrée. Et en effet, non, il ne faut pas avoir de peine d'inéligibilité à vie, parce que quelqu'un a pu commettre une faute et être condamné à un moment, et peut après revenir. De même que on peut considérer en effet que les électeurs sont suffisamment grands pour juger, ils savent que telle ou telle personne a fait l'objet de telle ou telle condamnation, mais qu'ils gardent leur liberté de choix politique au moment du vote. Voilà. Et il faut avoir ces grands principes en tête. Et je trouve ça dommage qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques ne fassent pas preuve de cohérence au fil du temps, et que par ailleurs, les médias, pas tous bien sûr, mais qu'il y ait souvent des vagues médiatiques. Il faut savoir, moi j'ai été moi-même attaqué violemment par tout un tas de médias quand j'ai défendu cette position équilibrée. En meute, effectivement. Non, mais M. de Rugy, il y a une contradiction interne dans votre discours. Vous ne pouvez pas appeler au respect des principes et des règles juridiques en les piétinant. C'est-à-dire, à partir du moment, ça a été dit par de très hauts magistrats ces dernières heures ou ces derniers jours, à partir du moment où il y a un pourvoi en cassation, Marine Le Pen est rétablie dans sa présomption d'innocence, et on peut enfin, c'est une excellente nouvelle pour la démocratie, on peut enfin parler politique. Donc les règles sont très précises. Non, mais moi je n'ai rien piétiné du tout. Elles ont été rappelées par des très hauts magistrats, je ne vais pas les citer à nouveau, mais je pense Rémiette, ce matin, procureur général de la Cour de cassation. Le pouvoir en cassation, il faut respecter. Vous savez, le droit, ce sont des règles, ce sont des formes. Les formes sont respectées. Elles sont extrêmement claires. Elles sont extrêmement claires. Elle est aujourd'hui rétablie dans sa présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez, Jérôme Sainte-Marie, que Marine Le Pen est une meilleure candidate que Jordan Bardella? Quelle étrange question. Je constate à travers, vous savez, je suis d'abord sondeur. Sondeur, justement, je vous le demande. Voilà, à travers les intentions de vote qui sont publiées, dont on connaît la fragilité, c'est pas un pronostic, etc., etc. Mais ça donne un rapport de force, ça donne un état d'opinion, on est tous d'accord. Eh bien, on avait constaté qu'un écart s'était créé entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, 2, 3, 4 points. Qui vient de se résorber. En faveur de Jordan Bardella. En Jordan Bardella, il était dit, y compris par moi, je crois, que cela tenait très largement au fait, et c'est un sondeur malheureusement très expérimenté qui vous parle, qu'il y avait, que pour les gens, quand on leur demandait si l'élection avait lieu dimanche prochain, pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez. Comme beaucoup de gens considéraient progressivement que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter, ils disaient je préférerais voter pour quelqu'un. Enfin, ils choisissaient quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'écart, en gros. Et donc, en fait, et nous avons la preuve avec le sondage qui vient d'être montré à l'écran de l'IFOP pour le Figaro, eh bien que justement, on revient à 35-36%. C'est entre 34 et 36% selon les hypothèses pour Marine Le Pen. Et donc, c'est exactement au même niveau que celui constaté. D'ailleurs, les deux électorats se ressemblent de manière absolument remarquable. Dernière chose, il y a aussi un point important, c'est que ces dernières semaines, on avait constaté que Marine Le Pen voyait sa cote de popularité ou sa cote de confiance remonter très nettement et se resituer au niveau de Jordan Bardella. Eh bien, on a bien la preuve que l'opinion était effectivement à la même disposition. Je crois que le binôme, dans cet ordre-là, est remarquablement efficace. C'est une façon de vous répondre peut-être. Plus que dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, il ne pouvait pas être exactement, puisque Marine Le Pen avait dit qu'elle ne serait pas Premier ministre, le binôme ne fonctionnait pas autant. Là, on a un binôme qui est extrêmement clair pour les Français, je pense extrêmement rassurant pour la majorité de l'opinion et qui correspond tout à fait à l'esprit des institutions. Et qui voyez-vous venir à l'horizon, vous qui êtes un sondeur? Alors je ne parle pas forcément du candidat Horizon, mais est-ce que vous voyez Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Est-ce qu'il est le plus fort des adversaires de Marine Le Pen? Moi, je suis de ce point de vue-là un petit peu positiviste, c'est-à-dire que je regarde les choses, les faits,
et notamment ces faits d'opinion qui sont simplement des sondages. Je constate que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié pour le second tour et que dans l'hypothèse où il y aurait un retrait, peut-être M. Attal à l'égard de Philippe, ça serait sans doute Philippe. Je crois qu'il faut se préparer non pas à combattre le candidat face à nous le plus détestable, mais le candidat le plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le candidat le plus dangereux Ça peut pour peut-être nous. coïncider? Donc vous considérez que c'est Édouard Philippe le candidat le plus dangereux pour Marine Le Pen? Ça, c'est un peu une légende urbaine, vous savez. Le fait que Jean-Luc Mélenchon puisse l'emporter au second tour, tous les sondages et l'évidence la plus tangible. Vous avez intérêt à dire ça pour qu'il y soit. Oui. Non, mais 70-30, il faut voir le rapport de force. C'est jamais arrivé dans l'élection présidentielle. Excusez-moi, Eugénie Bastier, de faire prévaloir mon goût de la vérité sur mon intérêt électoral. Et évidemment, dans ce point de vue-là, vous avez le danger, si vous voulez, que Jean-Luc Mélenchon l'emporte est extrêmement faible. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas au second tour, ça c'est possible. Mais là, selon les hypothèses, je crois qu'on l'emporterait, selon les hypothèses, entre 67 pour un institut, 70 pour l'autre, face à lui. Est-ce que ça serait cela? Je n'en sais rien. Mais l'hypothèse que Jean-Luc Mélenchon puisse l'emporter me paraît très Donc vous faible. préférez affronter Elle Édouard est Philippe? souvent agitée. Parce que j'ai quand même regardé, et puis je fais un peu de sociologie des commentateurs, si vous voulez. Eh bien, elle est souvent agitée, cette perspective d'une possible victoire de Jean-Luc Mélenchon, pour justifier le fait de voter pour quelqu'un d'autre que Marine Le Pen. Ça me paraît une grave erreur. Marine Le Pen sera au second tour. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon y soit. Bon. Et si on devait affronter quelqu'un du bloc central, eh bien, je crois qu'il faut s'y préparer très activement. En zone campagne sur le fond. Jean-François Lejeune. Je pense que Jérôme Sainte-Marie ne va pas me démentir, mais moi j'ai eu la discussion il y a quelques semaines avec Marine Le Pen sur la question du second tour, si elle pouvait se présenter et qu'elle était qualifiée au second tour. Et elle me disait qu'elle préférait, elle, affronter Édouard Philippe ou un candidat du bloc central plutôt que Jean-Luc Mélenchon, pour une raison d'ailleurs qui se comprend assez bien, c'est que si vous êtes élu face à Jean-Luc Mélenchon, vous êtes élu un peu comme d'ailleurs ont été élus les gens contre Marine Le Pen, c'est-à-dire par rejet de l'autre, avec un mandat beaucoup moins clair de la part du peuple pour accomplir votre programme, alors que si vous êtes élu face à quelqu'un qui représente une majorité sortante et que c'est projet contre projet, avec pas une réelle certitude, même si les sondages vous sont favorables pour l'instant, de l'emporter, au moins vous êtes sûr que vous avez une forme de légitimité pour exercer votre mandat derrière. C'est ce qu'elle m'a expliqué, je trouvais l'argument se défendait. Bon, allez, dernier mot, Jérôme Sainte-Marie, sur cette présidentielle qui se profile. On est encore très loin de l'échéance. Honnêtement, tous ces sondages ne valent honnêtement pas grand-chose et on le sait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est moins une question de préférence. On disait quelque chose de très juste il y a quelques jours. On va de nouveau le répéter. Il faut se préparer dans cette campagne qui va être très longue, qui va être probablement assez difficile. Eh bien, il faut se préparer à cette élection comme si nous étions donnés à 15% d'intention de vote. C'est-à-dire alors que vous en avez 30. Un an avant les présidentielles de 2022, les sondages donnaient le ticket du second tour de façon assez juste. C'était Macron en tête et deuxième Marine Le Pen à 22. Elle était à 22, elle a fini à 24. Donc, et surtout, moi, on critique vous les sondages, mais vous pourrez, vous qui connaissez bien, il y a quand même une grande constance dans les intentions de vote. Sur le Front Déjà National, depuis le Rassemblement national. Oui, non, mais il y a une grande constance dans les intentions de vote, mais comme on n'est pas sûr du tout de l'offre électorale finale face à nous, puisqu'il y a des concurrents qui sont moins divisés idéologiquement, qui ne le sont pas par leurs ambitions personnelles, eh bien, on ne sait pas du tout, face à nous, on ne sait pas du tout quelle est la configuration réelle à laquelle vont être confrontés les Français au printemps prochain. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. Merci à Geoffroy Lejeune, à Gauthier Lebret pour cette belle saison. Bravo à vous. Merci, pour 100% frontières et 100% politique. Merci Eugénie Bastier et cher François Durugy pour cette belle saison de Punchline. Je remercie ceux qui étaient en régie aujourd'hui, David Tonnelier, Jean-François Couvla, Martin Radley, Mani Pézac, Alex Cagnard, bien entendu, et David Poujol. J'embrasse Pierre de Villeneuve, qui vous attend sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Christine Kelly, je l'embrasse tendrement pour Face à l'info. Et c'est Olivier de Guéranfleck que vous retrouvez la semaine prochaine pour Punchline. Mais écoutez, c'est les vacances en même temps. Voilà, on va prendre un petit break. On va revenir en pleine forme à la rentrée avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Merci à vous et bel été. Bonne journée et à bientôt.